Notre deuxième sujet de ce soir, c'est la Côte d'Ivoire. Nous évoquons donc le démantèlement de branchements électriques frauduleux qui tournent en affrontement. Et on accueille sur le plateau Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir aux collègues et confrères. Salut Germain. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. La Côte d'Ivoire, donc, des affrontements entre habitants de Koumassi, quartier populaire d'Abidjan, qui protestaient contre le démantèlement de branchements électriques frauduleux et gendarmes ont eu lieu mardi, faisant plusieurs blessés légers. Il y a eu 3 voitures de la CIU et la compagnie ivoirienne d'électricité incendiées, plusieurs interpellations et quelques blessés. C'est ce qu'a affirmé un porte-parole de la gendarmerie. Selon une source sécuritaire, la CIU voulait supprimer les branchements frauduleux dans le quartier. Des milliers d'habitants d'Abidjan se branchent de manière illégale au réseau électrique pour éviter d'avoir à payer des factures à la CIE. Et la CIE procède donc régulièrement à des activités de déconnexion. Fiomé, ça ne ressemble pas c'est pas vraiment ce que les araignées chez nous. Hein? Non. L'araignée ici, c'est le vrai, c'est le propre. Il y a du propre là. C'est le vrai, c'est le propre. Mais là-bas, c'est un peu compliqué. Ils sont en train de vivre une situation difficile parce que c'est un problème de vie chère. Ils n'arrivent plus à supporter le coût de l'électricité. Entre-temps, en 2016, le gouvernement n'arrivait plus à subventionner véritablement l'électricité parce que ça lui coûtait en réalité 60 à 80 milliards de francs CFA par an et le gouvernement avait décidé même d'augmenter les frais d'électricité. Et donc en 2016, la population a manifesté dans plusieurs villes du pays et ça a été chaud pour le gouvernement. Donc les mouvements ont empêché le gouvernement de procéder à l'augmentation. Donc, vu cette situation, vu que l'électricité était un peu chère dans le pays où elle est chère, donc il y a des gens qui procèdent en installation illégale, ils se déconnectent même du réseau légal pour avoir leur propre électricité. Le gouvernement, l'ayant su, est en train de procéder à l'assainissement du secteur. Moi, je pense que c'est là où il faut que les États pensent à nationaliser certaines sociétés si le coût devient un peu, ou ça devient une charge lourde. Le fait de chercher à nationaliser, le fait de chercher à privatiser, je pense que ça leur allège la charge. On a essayé chez nous, ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas vraiment marché, mais je pense qu'il faille chercher une nouvelle formule pour que ça puisse marcher. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est parce que l'État est incapable en réalité. Donc, vaut mieux aujourd'hui confier la société à un privé. S'il arrive qu'il ait des difficultés financières, il va chercher assez de moyens de stratégie pour aller trouver peut-être des partenaires pour venir renflouer les caisses. C'est ici que la privatisation est vraiment importante, là, parce que l'État ne peut pas tout gérer en réalité. Alors, Germain, on l'a vu, cette opération de démantèlement des branchements frauduleux a provoqué des affrontements. Ça montre quand même que pour les populations, c'est un sujet sensible. Oui, l'énergie, c'est un sujet sensible. C'est comme l'eau, c'est comme la santé. Voilà pourquoi les États essaient de subventionner l'électricité. Voilà pourquoi aussi la privatisation des sociétés qui servent de l'énergie dans nos pays est un peu délicate. Parce que les privés, c'est vrai qu'ils offrent des services peut-être plus performants, mais ils sont plus guidés par l'intérêt et le bénéfice, alors que l'État a l'obligation d'apporter l'énergie même aux couches les plus défavorisées, celles-là qui ne sont pas capables de payer cher l'énergie. Et donc nous sommes un peu dans la situation en Côte d'Ivoire, dans un quartier populaire. Donc vous savez, à Abidjan, il y a des quartiers assez riches où on ne peut pas avoir ce genre de problème. On ne peut pas constater des branchements clandestins et frauduleux. Donc nous sommes dans un quartier populaire, quartier Koumassi, donc où vivent des populations qui n'ont pas forcément les moyens et qui ont aussi tendance à tricher un peu. Et donc c'est du vol d'électricité en réalité, ce qui se passe là-bas. Et régulièrement, donc la compagnie ivoirienne d'électricité va faire cette déconnexion-là. Et ça se fait généralement souvent
avec le soutien des agents qui travaillent dans ce genre de compagnie, parce qu'il faut aller sur le circuit pour chercher l'électricité, éviter à ce que ça passe par un compteur, donc pour ne pas avoir à payer des factures. Et donc il faut que ce travail soit fait par un spécialiste ou du moins quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là. Et donc la compagnie ivoirienne d'électricité est obligée de temps en temps de faire ce genre d'opération parce que c'est un manque à gagner, il faut le dire. Même si on pense que l'électricité est chère, il vaut mieux se battre pour qu'il soit disponible et moins cher, plutôt que certains se l'approprient, donc en ne payant pas du tout. Donc je pense que c'est ce qui a été la situation donc à Koumassi la fois dernière. Et donc les populations qui tiennent à l'électricité donc ont dû réagir. C'est vrai que c'est en même temps, c'est un signal envers l'autorité. Est-ce que si les gens font les branchements frauduleux, c'est parce que quelque part l'électricité coûte cher. Peut-être déjà même pour pouvoir s'abonner, c'est très cher. Et maintenant, après, la facturation aussi revient de plus en plus cher. Et donc, ceux qui n'ont pas les moyens sont tentés de chercher des solutions qui sont frappées par la loi et qui relèvent un peu du vol d'électricité. Donc, ça, ce qui s'est passé, je pense aussi que c'est un signal pour les autorités ivoiriennes pour qu'elles revoient le prix des branchements, le coût de l'électricité pour permettre à tous les citoyens qui ont droit à l'énergie, parce qu'il faut le dire, c'est un droit à l'énergie. Toutes les activités aujourd'hui sont liées à la disponibilité de l'énergie et donc il faut le rendre accessible en baissant les coûts, en facilitant aussi les raccordements électriques. Francisco ? Oui, le phénomène d'araignée, il n'y a pas d'araignée propre. Mais en Côte d'Ivoire aussi, bien sûr que chez nous ici, c'est peut-être quelqu'un qui a déposé un compteur et puis on tire de loin, tout le monde branche là-dessus avec tous les dangers. Parce que les câbles qu'on utilise souvent aussi ne sont pas des câbles appropriés et même qui pompent même encore le compteur. Donc, au lieu que, si l'installation est très bonne, au lieu d'avoir une consommation de 10 000, lorsque vous utilisez de mauvais fils, vous risquez d'aller au double. Voilà. Donc, c'est pratiquement les mêmes choses qui sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est que ces quartiers, on construit les maisons comment? Ce n'est pas comme au Togo où on a des ruelles qui séparent 2 maisons, 3 maisons. En fait, c'est un îlot comme ça, on prend et puis il y a les petites ruelles qui passent dedans. Donc on tire. Comme on le dit souvent, c'est des lieux où quand on construit, c'est des sociétés qui construisent et qui pratiquement vendent. Donc ils mettent déjà l'électricité et maintenant quand le quartier devient un quartier saturé, donc les gens trouvent les moyens, comme c'est entre les maisons, donc en quelques minutes ou bien en quelques heures, il a son électricien, même parfois c'est des agents de la société d'électricité qui viennent, et puis il passe un fil derrière le compteur, donc il sort du compteur principal, donc, et c'est ça que lui, il redistribue aux gens. Donc, quand il redistribue aux gens, donc, ces gens à qui il redistribue, on paye en moyenne peut-être 2 500, 3 000, voire 5 000, selon ce qu'ils ont chez eux à la maison. C'est pas ici aussi, comme je dis, les gens n'ont pas tendance à avoir beaucoup d'électroménager. En Côte d'Ivoire, tout le monde pratiquement veut avoir un frigidaire, les micro-ondes, voilà. Donc, ce qui fait qu'ils ont besoin forcément de beaucoup d'électricité. Donc, pour ne pas payer le montant est normal, donc ils préfèrent passer par les araignées qui leur revient nettement moins cher. Et bien évidemment avec tous les risques, mais on ne calcule pas, chez le pauvre ne calcule pas le risque, c'est l'utilité que la fraude lui apporte, c'est ça qui est important pour lui. Donc, c'est une opération à faire, mais avec beaucoup de pédagogie. Il faut faire
la sensibilisation, et c'est ça. Oui, mais quelle que soit la sensibilisation, si les gens n'ont pas les moyens de payer... Oui, il y a la sensibilisation, il y a les moyens, Germain l'a dit. On peut voir le coût social de l'énergie, hein, parce que c'est aujourd'hui vital pour tout le monde d'avoir du courant. Donc il faut revoir les coûts. On n'a pas à aller privatiser. Et nos sociétés, c'est mauvais, c'est dangereux. Et même si on veut les privatiser, il faut qu'on favorise peut-être les nationaux et à les prendre. Pour que ça ne soit pas toujours l'extérieur qui vient prendre, comme ce qui s'est passé au Togo ici, les Togo et électricité qui est devenue Togo obscurité. Donc après, les gens sont venus, ils ont exploité, ils ont rapatrié tous les sous et puis à un moment donné, ils ont disparu. Après, ils ont tenté encore une action en justice contre le Togo et qu'ils ont gagné. Je ne sais pas comment le Togo a liquidé cette ardoise-là. Donc voilà pour ces domaines. Il y a l'électricité, il y a la communication, il y a l'eau. Et ça, on doit avoir la même mise là-dessus et faire en sorte que ce soit à des prix abordables. Ouais, Francis Firmin. Donc, pourquoi, en quoi est-ce que le fait de privatiser est dangereux en réalité? Je dis la privatisation, en fait, c'est dangereux quand tout va dans les mains de l'étranger. D'accord? Il y a des nationaux à qui on doit donner confiance et pour pouvoir, n'est-ce pas, et investir également. À défaut, nous-mêmes, on peut gérer. C'est une question de gouvernance. Si lorsque on annonce, l'autorité annonce qu'il y a des surfacturations, qu'il y a des doublons et qui ne frappent pas, on laisse les gens continuer, on pense que c'est dans la contractualisation, c'est-à-dire en amenant des gens de l'extérieur qu'on peut résoudre ce problème. C'est faux parce que nous avons dépensé de l'argent pour former la ressource. La ressource est là. Il suffit de discipliner les gens, d'accord, et puis éviter que ce soit des partisans qui soient forcément, n'est-ce pas, dans les structures. Moi, je ne partage pas cette philosophie-là qui consiste à tout nationaliser ou à tout remettre aux nationaux. Si vous voyez que les nationaux ne sont pas capables de gérer, pourquoi ne pas confier aux étrangers? La privatisation n'a jamais été mauvaise chose en soi. Encore faut-il qu'on nous dise que peut-être les clauses des contrats qui lient l'État aux sociétés ou aux étrangers peut-être n'arrangent pas peut-être le pays. Dans les grands pays, on privatise et ça rapporte beaucoup. Pourquoi on privatise? Parce qu'on se dit que l'État en réalité n'a pas... Peut-être privatiser, on peut ouvrir le capital au privé. Comme ça, on sait que les privés, ils gèrent toujours mieux que ce qui appartient à l'État. Oui, bien sûr. Au privé, ça peut être privé national. Pas privé étranger, je veux parler des nationaux. Oui, mais si les nationaux sont capables, on négocie avec eux. Si ce sont les étrangers qui sont prêts, parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'aller vite. Moi, je ne vois pas là où... Le problème, c'est que, par exemple, parce que cet orgueil-là... Ils achètent... Ils doivent faire, par exemple, un certain nombre de travaux qu'ils ne font pas et ils ne pensent qu'à amasser et à envoyer à l'étranger. Et après, ça entre, la chose entre complètement en délicatesse. Oui, beaucoup là, vous avez parlé longtemps. Permettez que moi aussi je parle un peu longtemps. Non, pas très longtemps. Quand vous voyez certaines sociétés aujourd'hui européennes, la plupart qui ont été privatisées, la plupart c'est entre les mains, la plupart c'est entre les mains des étrangers. Peut-être les nationaux en sont capables, en sont incapables, donc on confie à des étrangers. La privatisation, moi, cet orgueil togolais, cet orgueil africain, moi je ne suis pas trop d'accord. Parce que, regardez, pourquoi on nationalise en français simple? C'est parce que l'État n'a pas assez de ressources pour renflouer ou pour recapitaliser les caisses de la société lorsqu'elle se retrouve en difficulté. Je vous donne par exemple l'exemple de la France. Vous savez, avant, jusqu'en 83, la France ne privatisait pas ses sociétés. Mais il y avait à l'époque une crise économique dans la zone communauté économique européenne et l'Union européenne a dit au président, a demandé aux autorités françaises, vous savez,
du moment où nous avons besoin d'argent pour investir dans le social, dans la santé, dans l'éducation, faites un effort pour privatiser la plupart de vos sociétés. Et là, ces sous que vous allez dépenser pour recapitaliser ces sociétés-là, vous allez les investir dans le social et dans d'autres domaines beaucoup plus vitaux pour la population. Parce qu'à l'époque, regardez, je vous donne un chiffre. À l'époque, en 1983, la société, on avait à l'époque 3500 sociétés d'État et qui employaient 2 350 000 Français. Vous vous imaginez? Donc l'État a besoin d'argent, d'assez d'argent pour payer tous ces 2 350 000 Français chaque mois, régulièrement. Et lorsque ces sociétés se retrouvaient en difficulté, l'État était obligé de puiser dans le trésor français ou soit d'aller chercher de l'argent à l'extérieur pour venir recapitaliser les caisses de ces sociétés-là. Et quand on a dit ça, on a expliqué ça au président Mitterrand qui était là et Jacques Chirac est arrivé en 1986 comme Premier ministre. Jacques Chirac a dit non, la formule elle est intéressante et il a commencé à l'époque par privatiser certaines sociétés. Et on a fait le bilan sur environ 30 ans. En 2013, c'était la fin de 2013 et François Hollande était président. Et on a fait le bilan avec toutes les sociétés qui ont été privatisées. On a remarqué qu'on a cédé plus de 2000 sociétés au privé. Et ça rapportait beaucoup plus. Au lieu de 2 350 000 Français qu'il fallait payer, maintenant avec la privatisation, on est revenu à 801 270 Français. Et donc vous imaginez, la charge est devenue moins lourde pour l'État français et ça a permis à l'État de faire assez d'économies, d'avoir un peu d'argent pour investir dans d'autres domaines. C'est pour cela que moi je dis la privatisation, c'est une chose. Je vous rappelle, c'est pas un débat sur la privatisation. On va passer la parole à, si vous permettez, on va passer la parole à Germain Pouli. Moi je voudrais, par exemple, sur la question de l'énergie, quand on regarde un peu, quand on prend, je suivais un jour une cartographie du monde où on voit les zones les plus éclairées. L'Afrique est dans le noir, je vous assure. Il n'y a que l'Afrique du Maghreb qui est un peu éclairée. Alors que c'est la partie subsaharienne où il y a plus de soleil. Pourquoi la politique de cette énergie solaire n'est pas la priorité des États aujourd'hui? C'est la priorité des États, sauf qu'elle coûte très cher. Vous savez, l'Afrique, il y a 2 ans, au Rwanda, s'était réuni un forum économique, donc au Rwanda. Il s'agissait de parler du numérique. Mais il n'y a pas de numérique sans énergie. Et le constat des pays africains, c'est que pour profiter du numérique et se développer, il faut avoir de l'énergie. Et l'Afrique est couverte à peine à 20% au niveau de l'énergie. Quand on prend toute l'Afrique, aujourd'hui, quand vous prenez le Togo avec tous les efforts qui sont faits, c'est difficilement on arrive à 50%. On tourne entre 45 et 50% avec tout ce qui est en train d'être fait. Et surtout le Togo, vous en parlez justement, a fait l'option de l'énergie solaire avec l'Alliance solaire internationale où le Togo a un projet très ambitieux, le projet CISO, qui est financé et qui a même assisté à l'implantation d'une centrale photovoltaïque dans un village de Bassar, à la frontière avec le Ghana. C'était assez extraordinaire. C'est la première fois que j'allais dans ce coin. Et donc, je pense qu'il y a au moins une trentaine de centrales comme ça qui vont être implantées au Togo. Et c'est ça l'avenir, le solaire. Mais c'est une technologie qui coûte assez cher. Et l'Occident, qui a longtemps fonctionné sur les énergies fossiles, et peut-être le nucléaire qui n'est pas trop conseillé, n'a pas envie de faire ce transfert de technologie des énergies solaires parce que l'Afrique dispose effectivement de soleil. Et si cette énergie est développée, et il y a plein de sociétés qui nous fournissent des services qui vont disparaître. Il y a plein de sociétés qui vont tomber en faillite. Plusieurs centrales aujourd'hui roulent soit au charbon dans certains pays, soit au carburant et tout ça. Et donc, si on se tourne vers le soleil, ça va être une solution. Mais c'est assez cher. La technologie n'est pas accessible. Et depuis la COP21, les États africains ont fait l'option, avec en tête l'Inde, qui est l'un des premiers pays donc, qui fait la promotion de cette énergie solaire-là, et qui, autour de l'Inde, s'est créé l'Alliance solaire internationale. Et donc, aujourd'hui, il s'agit pour les pays africains d'aller vers là, mais c'est assez coûteux. Mais je pense qu'il faut le faire, et le Togo est un bel exemple en Afrique, en ce qui concerne donc la promotion de l'énergie solaire, surtout avec le projet CISO lancé par le président de la République. Et
si les prévisions sont bonnes. Et puis, il y a un plan national d'électrification au niveau du ministère de l'énergie. Et donc, si tout ça est mis en œuvre d'ici 4 à 5 ans, je pense que le Togo va en temps couvrir pratiquement dans 10 ans, le schéma qui a fait ce que dans 10 ans, tout le Togo sera couvert donc en énergie solaire. Mais dans 5 ans, je pense qu'à 80%, on peut couvrir. Et aujourd'hui, le Togo a ciblé les zones rurales pour implanter cette énergie solaire-là. Et c'est plutôt une bonne chose. Francisco, le retour, par exemple, au solaire, on ne peut pas avoir cette denrée impérissable chez nous et c'est nous qui souffrons des problèmes d'électricité. Oui, le solaire, oui, il y a le soleil qui nous brûle, qu'on ne s'en sert pas. Ailleurs, quand on construit un bâtiment, en Chine, partout maintenant, on construit un bâtiment. Au lieu de faire des vitres, on met des panneaux solaires. Voilà. Donc, il y a 2 choses fondamentales. Le soleil est déjà disponible. Il faut les plaques que nous ne fabriquons pas, la technologie, il a dit, mais il faut les accumulateurs. C'est ça même. Ici, voilà, s'il suffit d'avoir les plaques pour avoir et puis un transfo pour avoir l'électricité, il faut obligatoirement les accumulateurs pour que lorsque le soleil part, qu'on puisse conserver l'énergie jusqu'à une certaine période. Nous avons passé tout notre temps, on n'a jamais fait les recherches dans le centre. On a vu le centre de Guinée-Ville à l'université. Oui, c'est lui que je voulais évoquer. Voilà. C'est pas des recherches qui manquent dans le domaine. Oui, mais il y a les recherches, mais qui finance les recherches? Personne. Mais c'est ça, est-ce que les États ne doivent pas rediriger leurs priorités vers là? Oui, mais quelle est la mission? Attendez, quelle est la mission de nos universités? Nos universités, la mission, c'est de fabriquer les chômeurs. C'est tout. Sinon, vous voyez, la recherche, si ce n'est pas que cette recherche permet aux professeurs de monter en grade, on n'allait même pas trouver des chercheurs. Les gens allaient rester comme ça. Donc, dans le temps où il n'y avait pas ça, les gens étaient... Mais le financement, quand vous voulez même faire votre étude supérieure, il n'y a pas une bourse, par exemple, même togolaise, pour pouvoir faire votre étude. On est obligé de s'adresser encore aux Blancs, que nous critiquons tous les jours. Bon, donc le meilleur sort, le meilleur reste en Europe. Et ceux qui reviennent, avec ceux qui ils reviennent avec, ils sont patriotes, ils disent on va venir exercer au Togo, ils arrivent, il n'y a pas de moyens pour poursuivre. Donc ils sont là, ils deviennent des jets. Donc le Guinée-Vie avait un projet, je dirais un département ambitieux, mais qui n'est pas allé loin. Donc, parce qu'il a préféré faire la politique. Non, pas il a préféré faire la politique. C'est parce que il y avait. Regardez. Mais ce laboratoire est implanté quand même. Vous savez, je viens de dire que lorsque les Blancs arrivent à financer et ceux qui arrivent à sortir les meilleurs, on les récupère, ils ne reviennent plus. D'accord? Mais quand il revient, ou bien il dit, je reviens au pays, je suis patriote, il revient, il n'y a pas le moyen pour continuer. Il a à peine peut-être 80 000 francs pour faire les recherches. Vous allez, les gens ont des trucs qui sont, ils ont des travaux qui sont restés dans les tiroirs, qui ne peuvent pas bouger. L'énergie solaire, moi j'ai vu, j'étais avec des sociétés qui a d'abord même exporté les plaques solaires depuis les États-Unis. Mais la douane était comment? Le Togo n'avait pas pensé qu'un jour, on allait aboutir à l'énergie solaire. Ouais. Sinon, lorsque vous envoyez ce matériel à l'époque, c'est comme si c'était de luxe. Le luxe que vous importez. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça, on est resté sur le carreau. On ne peut pas faire les accumulations. Je me dis, c'est bien ambitieux ce qu'il dit que nous voulons aller à l'horizon 2030 et l'énergie solaire sur tout le territoire. Nous acheminons vers une pollution généralisée parce que les batteries, est-ce que nous prévoyons déjà comment ces batteries seront recyclées et traitées? Parce que ça devient des déchets, même les panneaux solaires. Donc c'est un phénomène que... alors que, excusez-moi, il y a des grands fleuves. C'est-à-dire on ne peut pas rester, par exemple, au Rwanda, Burundi, en RDC, au Congo, tout ça là, et dire que
on n'a pas l'électricité. Oui. Alors que nous, quand on était à l'école, déjà, on nous disait dans la géographie que le lac et le fleuve Tanganyika, ou bien quoi, pouvait fournir l'électricité à toute l'Afrique. Donc vous voyez, c'est cette... On va écouter Firmin. Non, je pense que c'est une question de volonté et d'effort. Si Et la solution est là. Hein. Oui, la solution est là, c'est une question de volonté. Maintenant, il faut chercher. Au lieu d'envoyer les gens se faire former en Sciences Po, en droit, en histoire, envoyons-les se faire former en énergie solaire. En énergie solaire, c'est une question de volonté, de politique en réalité. C'est une politique éducative en réalité. Est-ce qu'ils ont cette politique-là? Bon, je ne sais pas. Non. Mais ça attendez. On ne peut pas toutes les sciences. Attends, toutes les sciences sont utiles. Écoutez, on venait de parler. Non, parler suffisamment. Laissez rapidement. Oui, allez-y rapidement, jamais on se va placer. Oui, d'accord. Moi, je dis juste que c'est une question de volonté politique en réalité. Si les États veulent électrifier l'Afrique, ils vont électrifier. Quelle est la politique? Moi, je le dis toujours. Nous avons des organisations continentales, des organisations sous-régionales. La CEDEAO, quelle est sa politique aujourd'hui en matière d'énergie? L'Union africaine, quelle est sa politique en matière d'énergie? L'UEMOA, tout ça, quelle est sa politique? Donc, si on n'a pas de politique soutenue en matière d'énergie, je pense qu'il n'y a rien. Et les États eux-mêmes, aujourd'hui, le Togo est en train de faire un certain nombre d'efforts. Et maintenant, quand on parle de doing business, il y a aussi ça dedans. Hein. Et il y a aussi ce sont des efforts en réalité. Donc, c'est une question d'effort et c'est une question de volonté politique. Oui. Mais aussi, ce que je voulais dire, en fait, je crois qu'on se perd un peu. Hein. Il y a une politique réelle au Togo. Donc, par rapport à l'énergie solaire, il y a un cabinet privé qui est situé quelque part vers Agoué, c'est Calian Énergie, je pense, qui a un contrat avec le ministère de l'Énergie et qui, depuis 8 mois déjà, veut former 3000 techniciens à travers le Togo pour l'utilisation de l'énergie électrique. Et moi, j'étais à la fois à la 16e fois, quand vous entrez à la fois à droite sur l'esplanade, vous avez plusieurs sociétés qui sont dans l'énergie solaire. L'énergie solaire, aujourd'hui, est l'apanage des privés. Et même quand l'État met en place sa politique, elle travaille avec les privés qui installent ces panneaux-là. Quand vous allez, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer ça, ils se sont réunis en réseau et ils font la promotion de l'énergie solaire. C'est extraordinaire quand vous allez à la foire actuellement. Vous avez au moins une dizaine de sociétés qui font la promo, mais nous-mêmes, on ne s'intéresse pas, on est tellement habitués à l'énergie traditionnelle qu'on ne voit pas toutes les opportunités. Moi, j'ai échangé il y a 2 jours avec quelques membres de ce réseau-là, et je leur disais, mais pourquoi vous ne venez pas vers les médias pour qu'on vous accompagne, tout ça. Bon, on a échangé un peu, mais vous verrez qu'il y a des experts, contrairement à tout ce que nous disons, il y a des experts, il y a des Togolais, plusieurs sociétés privées au Togo qui sont dans l'énergie solaire et qui ont formé des Togolais qui font des choses remarquables. Vous allez sur les sites de la foire. Tout jusque-là, c'est déjà formé pour la consommation. C'est-à-dire que pour installer la consommation, on dit qu'on doit aller vers l'industrialisation. Comment fabriquer? Je parle du recyclage de tout ce matériel-là. C'est un faux débat. Oui, même l'énergie traditionnelle, on revient après le journal pour continuer. C'est un faux